Alors vous savez que la notion de laïcité est une notion dont on parle beaucoup, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Mais toutes ces notions comme la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, la tolérance, etc., sont des notions qui sont utilisées par tellement de gens, dans des contextes tellement différents, qui peuvent être académiques, qui peuvent être politiques, dans les journaux, dans les conversations courantes, dans les textes juridiques, qu'évidemment, il y a beaucoup de chances qu'on leur donne des sens divers. Ce qui est embêtant, parce que si l'un parle de laïcité et pense quelque chose, et l'autre répond en pensant autre chose, on n'arrive pas à s'accorder sur le sens des termes. Rappelez-vous les critiques que Socrate faisait aux sophistes en disant « d'abord, il faut s'accorder sur le sens des termes ». Alors, je n'ai pu donner qu'une définition très générale de la laïcité, parce que c'est la définition la plus englobante, la plus générale, mais attention, elle est très importante. La laïcité, ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à un système politique dans lequel une église est dominante. Elle est reconnue comme église officielle, l'État est à son service, le rôle de l'État n'est pas seulement de faire régner l'ordre, de fournir un certain nombre de ressources aux individus, il est aussi de favoriser la bonne religion. Ça, c'est des États qui ont existé dans l'histoire de l'Europe et qui existent dans d'autres parties du monde aujourd'hui, et la laïcité s'y oppose exactement. C'est l'idée que non seulement l'État ne peut pas être partie prenante, c'est-à-dire favoriser une religion qui devient une religion officielle et qui relègue ceux qui ne croient pas en la bonne religion au statut de citoyen de seconde zone, c'est surtout l'idée que l'État doit être neutre en ces matières. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'État doit être neutre? Ça veut dire que, quelle que soit votre orientation, quelle que soit votre croyance ou non-croyance, l'État ne peut pas faire de cela soit un avantage, soit un désavantage pour vous. L'État doit être tout à fait neutre. Et quand il vous donne un certain nombre de droits, ou quand vous êtes d'ailleurs chez un employeur qui vous engage, ce sont des questions qui ne doivent pas entrer en ligne de compte si, évidemment, elles n'influencent pas l'activité que vous devez accomplir. C'est très important, ça veut dire neutralité de l'État, liberté de conscience. La question de l'engagement religieux ou non religieux n'est plus une affaire d'État, c'est une affaire personnelle, et non-discrimination. Discriminer les gens, c'est les distinguer arbitrairement. On fait tous des distinctions entre les gens. Quand on note des étudiants, on ne leur donne bien sûr pas la même note à chacun parce que ça dépend des performances. Mais évidemment, on ne peut pas noter en fonction, par exemple, de la couleur de la peau. Ça, ce serait une discrimination. Ou parce qu'on sait qu'un étudiant pratique telle ou telle religion, ne pas noter équitablement son examen. Ça, ce serait une discrimination, c'est-à-dire une distinction arbitraire que l'on ferait entre les individus. Donc la laïcité suppose neutralité de l'État, liberté de conscience, non-discrimination en matière de conscience et de religion. Alors ça, c'est une notion extrêmement générale et elle s'est manifestée de la façon la plus publique et suscitant le plus de littérature de controverse dans la France. Et c'est pour ça qu'on commence en France, parce que le mot laïcité est un mot français, mais j'ai essayé ici de donner une définition plus large. Alors en France, le combat pour la laïcité a commencé à la fin du XIXe siècle par l'école. Alors on comprend tout de suite que la laïcité soit très importante dans le champ scolaire, que l'école est le champ de bataille de la laïcité. Pourquoi? Mais parce que jusque-là, l'école était dominée par l'Église catholique. Et pour une raison très simple. On l'a vu quand on a analysé les grandes idéologies totalitaires, l'idée de pouvoir prendre les enfants, je ne dis pas dès le berceau, mais très jeunes, et de leur insuffler une certaine conception du monde, c'est là qu'il faut commencer, puisque c'est ça qui va former ou formater les enfants. Et donc l'Église accordait une importance énorme à l'enseignement, elle avait un grand pouvoir, elle avait ses écoles à elle, et elle était très présente dans l'école publique. C'est ce que va vouloir changer Jules Ferry dans les années 1880. Il était ministre de l'instruction publique, on dit aujourd'hui plutôt éducation nationale en France, et en tant que ministre de l'instruction publique, c'est lui qui a porté le combat pour la laïcisation de l'école.
Alors, laïcisation de l'école, rappelez-vous ce que j'ai dit précédemment, ça veut dire l'école ne doit pas être une école centrée sur l'enseignement d'une religion, la religion dominante, la religion catholique. Ce ne doit pas être un enseignement donné par des religieux catholiques qui, évidemment, ont une conception particulière. Ce doit être l'école de tous, parce que sinon ce n'est pas une école laïque, sinon il va y avoir des gosses qui croient des choses différentes et qui vont se sentir relégués en élèves de seconde zone parce que la religion qu'on enseigne, ce n'est pas celle que leurs parents leur ont apprise chez eux. Et donc, Jules Ferry dit, pour que l'école soit neutre en cette matière-là, eh bien, il faut retirer l'enseignement de la religion de l'école publique et il faut aussi retirer le droit des prêtres, des membres des communautés religieuses, ce qu'on appelait les congrégations religieuses. Il faut aussi leur retirer ce droit d'enseigner à l'école et il faut enseigner quelque chose qui soit valable pour tous. Mais la grande question est la suivante. C'est à partir de ce moment-là, et ça a été posé par les instituteurs, on parle ici de l'école primaire, l'école secondaire c'est encore une petite élite, c'est à cette époque-là qu'on essaye de généraliser l'enseignement primaire. La généralisation de l'enseignement secondaire, ce sont dans les premières décennies du XXe siècle, c'est plus tard. Et donc les instituteurs demandent, oui, si on n'enseigne plus la religion, qu'est-ce qu'on va enseigner aux élèves ? À part des disciplines techniques, l'histoire, la géographie, etc., est-ce qu'on va pouvoir leur parler aussi du sens de la vie, puisque la religion ne faisait que parler du sens de la vie, en disant, pour obtenir votre salut, vous devez obéir aux dogmes, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va leur enseigner aux enfants? Et là, il y a deux positions qui sont intéressantes et qui sont opposées. Il y a la position de Jules Ferry, et Jules Ferry dit aux instituteurs, dans une lettre aux instituteurs qui est restée célèbre, que tout le monde peut trouver sur Internet, dans une lettre aux instituteurs, il dit « Imaginez que les parents soient présents, tous soient présents dans votre salle de cours. » Ils ne sont pas présents, mais vous imaginez qu'ils sont présents, et au moment où vous allez dire quelque chose, demandez-vous si cela risque de choquer l'un d'entre eux. Par parenthèse, il faudrait qu'ils les connaissent tous pour savoir s'ils risquent de les choquer, parce que les sensibilités sont très différentes. Si vous avez le sentiment que cela peut choquer l'un d'entre eux, abstenez-vous. Ne le dites pas. Si au contraire, ce que vous allez dire, vous avez le sentiment qu'il ne choquera personne, qu'il rencontrera l'assentiment général, parlez. C'est la sagesse de l'humanité qui parle en vous, de l'humanité, puisque tout le monde est d'accord. Le gros problème avec cette conception, qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct, c'est correct pour la police. Police, c'est la cité grecque, à l'origine, donc pour l'État, pour tout le monde, pour tout le Laos, pour tout le peuple. Ce qui est politiquement correct est souvent le moins intéressant parce que ça ne suscite pas de controverse. Et ça risque de créer pas mal d'autocensure et de frilosité. On ne sait jamais ce qu'un parent peut penser. Peut-être qu'il est membre d'une communauté religieuse, mais qu'il est très, très, très sensible et très peu tolérant. Et donc, à un certain moment, l'enseignement du professeur de morale laïque, donc de cette morale pour tous, risque effectivement d'être un enseignement qui ne parle que de généralité et de banalité. À cette conception de Ferry, on peut comprendre, il a fait un grand geste en laïcisant l'école, et il est prudent, il ne veut pas faire de vagues. S'oppose celle d'un des membres, des dirigeants de son administration, qui s'appelait Ferdinand Buisson, et ce Ferdinand Buisson est un des grands intellectuels de la laïcité française à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et Buisson était d'un avis différent. Il considérait qu'il n'y avait pas de milieu, c'était ou la pensée critique ou le dogme. Et si l'école doit former des citoyens, en démocratie, il faut que les gens apprennent à discuter de tous les problèmes, qu'ils examinent librement les problèmes, comme nous l'avons dit précédemment, et ils s'opposent au dogme de quelque église que ce soit. Si vous donnez cette fonction, cette vocation à l'école, c'est peut-être très bien, c'est un objet de discussion, c'est un objet de controverse, mais il va de soi que, imaginez les parents dans la salle, ils vont évidemment être très choqués, puisque tous les parents qui adhèrent à une religion avec des dogmes vont sentir que l'école est là pour attaquer leur conception, puisqu'elle défend la pensée critique contre toute pensée dogmatique.
Et de ce point de vue-là, c'est une vocation de l'école qu'on peut considérer comme étant plus ambitieuse d'une certaine façon. En même temps, elle est sûrement plus controversée, elle va sûrement susciter plus de réactions dans la société que la position de Ferry. Et ce sont deux positions que nous devons garder en mémoire parce qu'elles seront importantes pour aborder les débats contemporains.